Salut, aujourd'hui je vais dresser un historique entre le cinéma d'horreur de fiction et la réalité. Dans cette vidéo, on va parler de courants, de sous-genres et surtout de films qui tournent autour de la frontière entre la fiction pure et de vraies images d'horreur. La plupart de ces films jouent avec l'ambiguïté de savoir si ce que l'on voit est vrai ou est-ce que c'est fictif. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser trois choses. La première, c'est que contrairement à d'habitude, je ne recommande pas la plupart des films dont on va parler dans cette vidéo. Et si c'est le cas, je mettrai l'accent dessus, je préciserai que je recommande le film. Ensuite, je vais pas préciser à chaque fois, mais la plupart de ces films ont été interdits, bannis dans beaucoup de pays. Et aussi, je me sens obligé de préciser que cette vidéo peut heurter la sensibilité de certaines personnes, car des sujets difficiles sont abordés relatifs à la violence, la criminalité et la pédocriminalité. En 1962, trois réalisateurs italiens, Paolo Gavara, Franco Prosperi et Gualtiero Jacopetti, décident de créer ce qu'ils définissent eux-mêmes comme étant un anti-documentaire. Ils veulent montrer la réalité crue à travers le monde, et ainsi, le film Mondo Cane, traduit en français par Cette chienne de vie ou Un monde de chiens, voit le jour. Le film est diffusé en avant-première au Festival de Cannes en 1962 et c'est un succès immédiat. Le film, parfois drôle, montre des scènes de vie exotiques, surtout pour l'époque, et aussi des scènes extrêmement choquantes. En effet, le principe du film est simple, ce sont des scènes qui s'enchaînent, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui proviennent de partout dans le monde. Et il y a toujours cette curiosité, ce côté intriguant, ce côté exotique et surtout ce côté choquant. Et le film est vendu comme étant un documentaire. Suite au succès de ce film, il décide absolument de se dépêcher pour en faire un deuxième, Mondo Cane 2, l'incroyable vérité, qui est sorti en 1963. Et par un manque de temps, mais aussi par des soucis éthiques, ils vont rajouter à ce film documentaire des scènes de pure fiction, donc des scènes qui vont créer de toutes pièces. À partir de là, un véritable mouvement cinématographique voit le jour, le Mondo, aussi qualifié de pseudo-documentaire, en tout cas rétrospectivement. Beaucoup de ces films exploitent le préfixe Mondo dans leur titre pour vendre. Par exemple Mondo Tino, Mondo Balordo, Mondo Porno OG, Mondo Erotico, Mondo Bizarro, etc., etc. Et cela devient un genre parce que des codes sont récurrents et sont mis en place. Il y a toujours des scènes exotiques, des scènes qui mettent en avant la nudité ou la sexualité, et des scènes de violence. Et tout ça dans le but de choquer, de perturber le spectateur. Et il y a aussi un effet de style qui revient souvent, à savoir une voix off avec un ton ironique, qui rajoute un comique à tout ça. Inutile de souligner l'importance que prend sur ces plages l'armée des Lifesaver Girls. L'océan est traître, et les jeunes Australiens deviennent de jour en jour plus imprudents. Donc le genre est né en Italie et s'est surtout développé dans ce pays, mais il a aussi explosé à travers le monde et a eu un âge d'or dans les années 60 et 70. Le principal autre pays producteur de ces films-là, ou en tout cas avec des réalisateurs de cette nationalité, sont les États-Unis. Mais avant de parler de ça, on peut continuer à s'intéresser à la carrière des deux principaux réalisateurs de Mondo Cane, à savoir Prosperi et Jacopetti, car ils ont continué à faire des films dans cette vibe-là avant que leur carrière prenne peu à peu fin. En 1966, ils sortent Africa Addio, ou Adieu Afrique en français, qui est un documentaire, ou en tout cas un pseudo-documentaire qui montre des images de la fin de l'ère coloniale sur le continent africain. Le film fait immédiatement polémique car il est jugé d'être raciste, parce qu'en effet, il défend la thèse comme quoi les pays africains ne pourraient pas continuer à se développer sans l'aide des colons. Le film montre de vrais massacres et de vraies morts. Le vrai problème, c'est une rumeur rapportée par le journaliste présent sur le tournage Carlo Gregoretti, comme quoi les deux réalisateurs auraient mis en scène ou en tout cas demandé des exécutions d'enfants congolais révolutionnaires. Jacopetti et certains des techniciens ont été poursuivis en justice en Italie, mais les poursuites ont été ensuite abandonnées par manque de preuves, et aujourd'hui on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé là-bas. Le duo de réalisateurs sort en 1971 Goodbye Uncle Tom, ou Les Négriers en français. Avec ce film, ils essayent de contrebalancer les accusations de racisme de leur film précédent, mais en fait le message du film est clairement pire que celui d'avant. Ensuite, leur carrière va assez rapidement tomber à l'eau. Ils vont chacun réaliser respectivement 2 autres films, avant que Prosperi arrête le cinéma en 1984 et Jacopetti en 1987. Parmi les mondos non italiens célèbres, il y a le film Face à la mort, sorti en 1978, réalisé par Conan Le Siller. Et oui, ce nom paraît étrange, c'est parce qu'en fait c'est un pseudonyme, car le réalisateur voulait préserver l'origine mystérieuse du film qui circulait beaucoup en VHS et qui a fait parler de lui comme ça, mais aussi parce qu'il a fait des choses éthiquement discutables. Car en effet, ce film montre des images de violence et de mise à mort. C'est présenté un petit peu comme une émission télévisée, avec un docteur exubérant, qui s'appelle le docteur Gross. Il y a des vraies scènes où on voit des personnes mourir. Ces images proviennent d'archives journalistiques, que ce soit des archives de chaînes télévisées,
ou des images d'archives historiques, comme par exemple des images des camps de concentration nazis. Mais il y a aussi la présence de la fiction dans le film, et ça de deux manières. Il y a des scènes totalement fake, dont certaines ne sont pas du tout bien faites, mais il y en a d'autres qui sont filmées comme des documentaires, avec des effets spéciaux efficaces, ce qui fait qu'elles sont extrêmement réalistes. Il y a une scène qui a été modifiée par le montage en mélangeant une vidéo dans laquelle on voit une personne sauter du haut d'un immeuble pour se suicider, et des plans gore fictifs qui ont été exprès tournés pour le film et rajoutés suite à cette vidéo. Et oui, je parlais de ça quand je parlais de choses éthiquement répréhensibles, mais pas que, parce que l'équipe du film a par hasard découvert un cadavre sur une plage et a décidé de tout simplement le filmer. C'est pas de la fiction parce qu'il s'agit d'un vrai corps, mais ça fait partie des images tournées pour le film et non pas prises dans des archives journalistiques. Enfin, Alan Hapon, un maquilleur et un technicien faisant partie de l'équipe de Face à la mort, a déclaré que 40% des images de ce film étaient de la fiction. Et pour conclure sur ce film Face à la mort, tout ça, ça rappelle en fait le principe du mythe des snuff movies, avec une volonté de montrer, ou en tout cas de faire croire en de vraies images horrifiques. Mais ça, on en parle un peu plus tard. Ah oui, et Face à la mort, c'est devenu une véritable saga. Il y a eu 5 films, plus 2 films supplémentaires qui sont des compilations des meilleures scènes. On parlera à la fin de la vidéo aussi de qu'est-ce qu'on pense de ces films-là, hein, en tant qu'humain, je veux dire. Il y a aussi tout un pan du mondo qui appartient à ce qu'on appelle la sexploitation. Le cinéma d'exploitation, c'est un cinéma qui utilise une thématique ou un principe racoleur pour vendre. Il y a la blaxploitation avec des héros, personnages principaux qui sont des personnages afro-américains, la nunsploitation qui met des nonnes dans des situations un peu particulières, la sovietsploitation, la nazisploitation, etc., etc. Et donc avec le préfixe sexe, vous doutez bien que c'est la sexualité. Parmi les catégories que je viens d'évoquer, ce sont souvent, et même la plupart, des sous-genres ou des sous-catégories de sexploitation. Et parmi les réalisateurs les plus connus qui ont réalisé ces mondos axés sur le sexe, il y a les 2 Américains, John Waters et son prédécesseur Russ Meyer. Mais le mondo lui-même est aussi qualifié de documentaire d'exploitation, tant il surfe sur son esthétique documentaire, sur son image crue et réaliste pour vendre. Mais aussi parce que la plupart des mondos sont orientés sur des thématiques particulières et précises, comme on vient de le voir avec le sexe. Et enfin, je peux citer des mondos qui ne sont pas italiens ou américains. Il y en a pas mal qui ont été tournés en France et parfois par des réalisateurs français, comme par exemple La Femme Spectacle en 1964 de Claude Lelouch, Paris Interdit en 1970 de Jean-Louis Van Belle, Saint-Tropez Interdit en 1985 de José Benazeraf et Georges Cachou. Je sais que je suis un vrai vampire. Quand vient la nuit, je me sens plus animal qu'humain. Et je bois du sang parce que j'ai besoin de me régénérer. Le cinéma mondo a aussi existé dans d'autres pays, comme par exemple les Royaumes-Unis avec Londres la primitive en 1965 de Arnold Lewis Miller, ou encore en Australie avec Australia After Dark en 1975. Les films mondos ont peu à peu disparu dans les années 2000 et 2010, car je pense personnellement que le spectateur y croyait de moins en moins et n'était plus vraiment impressionné par ces images. Et ça va de pair avec l'évolution d'Internet. Mais il y a un film qui a engendré des copies qui peut être reconnu comme étant à la fois l'héritier mais en même temps le contemporain du cinéma mondo. Et je parle bien sûr de Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, sorti en 1980. L'histoire de ce film est assez simple. Une équipe part tourner un documentaire sur un peuple indigène en Amazonie, donc un documentaire mondo, car une partie est mise en scène. Et ça, c'est affirmé par des personnes qui regardent le film dans le film après que des rushs ont été retrouvés à l'endroit où ils sont tous morts. Il y a donc une majorité de films qui sont les images de cette expédition que l'on visionne avec le même point de vue que les enquêteurs. L'anecdote très connue autour du film montre bien qu'il a réussi à brouiller les pistes entre le réel et le fictif, finalement comme l'ont fait avant lui les films mondos. Si vous ne connaissez pas cette anecdote très connue, je peux vous la raconter rapidement. Alors en fait, c'est le réalisateur qui a dû comparaître devant la justice pour prouver qu'il n'avait pas tué ses acteurs. Mais par contre, il a tout fait pour qu'on y croie, hein. Alors même jusqu'à leur faire signer des contrats qui stipulaient qu'ils ne devaient pas apparaître en public ou jouer dans d'autres films pendant la durée d'1 an. À la suite de ce procès, il s'est avéré que c'était bien de la fiction, sauf en ce qui concerne la torture et la mise à mort devant les caméras d'animaux exotiques. Personnellement, je trouve que ce film fait l'effet escompté, mais qu'il est trop souvent encensé alors qu'il a beaucoup de défauts. Et surtout que la plupart des gens ont l'air d'oublier, ou en tout cas d'oublier volontairement, que les animaux ont vraiment été torturés. Cannibal Holocaust, un film qui vous conduira au milieu de l'Amazonie dans ce que l'on appelle l'enfer vert.
Maintenant qu'on a parlé des mandos, des films qui se revendiquent comme étant documentaires mais qui en fait ont un pied dans la fiction, on peut parler de notre type de cinéma, ou de notre format, qui a été son contemporain et qui a existé à peu près dans la même époque, les snuff movies. Ce qu'on appelle snuff movies, ce sont des vidéos ou des films qui mettent en scène la torture et ou la mort d'une ou de plusieurs personnes. La particularité de ces films, c'est bien qu'il y ait une réelle mise en scène, que la façon dont ils sont filmés est véritablement pensée, c'est que la torture présente dans les images et les mises à mort seraient bel et bien réelles. Donc en gros, on aurait une mise en scène dite de cinéma, de fiction, mais là, on affirmerait à coup sûr que les images montreraient des réelles mises à mort et de réelles tortures. Ces films seraient faits dans le but d'être vendus et très chers à des riches, donc il y a un enjeu avant tout financier, que ce soit en pellicule, en VHS ou en DVD. Mais au-delà de l'enjeu financier pour celui qui fait la vidéo, il y a un enjeu autre pour celui qui la possède et qui l'achète. En effet, ça servirait à assouvir des pulsions morbides et des fantasmes sexuels déviants. Il y a aussi l'envie de posséder l'objet tabou ultime, car en effet, les snuff movies sont des vidéos qui sont totalement illégales, totalement interdits à la fois de les tourner et de les posséder. Et je tiens à préciser que ces films ont aussi pour particularité de ne pas avoir d'idéologie, de ne pas avoir de message, c'est juste l'idée de filmer de la violence et de filmer la mort. Il y a des rumeurs sur leur existence depuis les années 70, avec la première utilisation du terme en 1971 dans un livre écrit par Ed Sanders, qui parle de l'histoire de la famille des Manson, une famille de tueurs en série, dont l'un des membres aurait affirmé que certains membres de cette famille auraient filmé des meurtres et donc réalisé des snuff movies. Mais certains snuff movies dateraient de bien avant les années 70, et certaines rumeurs rapporteraient qu'ils existeraient même à l'époque de l'Allemagne nazie. Et je ne parle pas d'archives journalistiques, ni de vidéos où on aurait filmé de l'horreur par inadvertance, et encore moins de vidéos de propagande de groupuscules extrémistes. Je parle bien de vidéos qui ont juste pour but de filmer la mort et la violence. Encore une fois, je tiens à le préciser. Et si vous avez bien fait attention à ce que je dis depuis tout à l'heure, en effet, je parle conditionnel, car aucun snuff movies n'a été considéré comme étant véritablement réel. Il y a soit des rumeurs sur l'existence de la vidéo en elle-même, ou soit la vidéo qui est disponible, mais qui en fait est totalement fake. Mais il y a quand même quelques affaires policières qui laisserait penser que de telles vidéos existent et circulent. Je vais vous parler de deux cas relativement connus et qui sont assez choquants. Le premier exemple date de l'année 2000. La police russe a arrêté un certain Dmitri Vladimirovitch Kuznetsov car il aurait réalisé et vendu dans des pays comme l'Italie ou encore la Grande-Bretagne des snuff movies montrant la torture et le meurtre d'enfants. Les meurtres n'ont finalement pas été reconnus, mais il a quand même été condamné pour production et distribution de pornographie infantile et il a écopé de seulement 3 ans de prison. La seconde affaire dont je vais parler dans cette vidéo date de 2015 et est tristement célèbre. Il s'agit de celle de l'Australien Peter Scully et de sa complice Lidzil Margallo, qui ont été arrêtés pour avoir vendu et rendu disponibles sous forme de torrent sur le Deep Web des vidéos de torture et de meurtre de petites filles. Scully est malheureusement connu pour être l'un des pédophiles les plus dépravés au monde. Et la vidéo qu'il aurait réalisée la plus tristement célèbre se nomme Daisy Destruction. Son contenu varie en fonction des sources, mais on y verrait la torture et le viol d'un bébé de 18 mois. Des enquêteurs australiens habitués à ce genre de cas extrêmes auraient visionné les vidéos et auraient été traumatisés à vie en étant incapables de témoigner sans se laisser emporter par les émotions. Scully a été condamné à la prison à perpétuité aux Philippines, le pays dans lequel ont été tournées la majorité des vidéos, et suite à cette affaire, le président des Philippines a envisagé de rétablir la peine de mort. De telles conséquences judiciaires, médiatiques et finalement politiques donnent envie quand même de croire à l'existence que de telles vidéos existent et que les snuff movies ne sont pas de simples légendes urbaines. Le concept de snuff movie existe et prend véritablement vie dans le cinéma de fiction. En 1960, le film Le Voyeur de Michael Powell met en scène un tueur en série qui se filme avec une caméra à épaule en train de tuer des jeunes femmes. C'est à partir de 1976 que le principe et le mythe de snuff movies se popularisent dans la culture populaire avec le film Snuff réalisé par Michael et Roberta Findlay. Et ce film a une histoire particulière. À la base, il est sorti une première fois en 1971 avec le titre Slaughterhouse. Il est sorti dans quelques salles aux États-Unis et a un succès assez modeste. Durant l'année 1975, des rumeurs circulent comme quoi des films en provenance d'Amérique du Sud seraient en vente à New York et ces films-là montreraient des femmes se faisant tuer. Un an plus tard, en 1975, le film Slaughterhouse est racheté par le producteur Alan Shackleton et demande au réalisateur Simon Nutstern de rajouter une scène finale semblable à un snuff movie pour justement surfer sur cette mode et cette rumeur qui circule. Cette nouvelle version du film est renommée Snuff et sort en salle.
Snuff, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Snuff. Et bien évidemment, avec cette scène en plus, elle rencontre un véritable succès, à tel point que le New York Times et le bureau du procureur de New York s'en mêlent. Ils mènent leur enquête et découvrent qu'en fait, cette scène est bel et bien fausse, c'est de la fiction, tout simplement en interrogeant l'actrice présente à la fin du film. Et ensuite, en 1979, le film Hardcore réalisé par Paul Schrader est le premier film hollywoodien qui intègre le snuff movie à son intrigue. C'est un film qui parle du lien étroit entre le milieu de la pornographie et celui des snuff movies. Suite à ça, à partir des années 80 et 90, on voit apparaître beaucoup de thrillers dont l'intrigue se base, ou en tout cas inclut, des snuff movies. Je peux citer plusieurs exemples. Il y a le film 8 mm réalisé par Joel Schumacher, dont le récit est une enquête sur la véracité d'un snuff movie. Le film Strange Days de Catherine Bigelow, sorti en 1995, inclut un enquêteur qui cherche des indices sur une affaire de crime en visionnant des snuff movies. En dehors des thrillers, il y a aussi d'autres films dont le snuff movie fait partie du récit. Le cas le plus flagrant, c'est l'excellent Vidéodrome réalisé par David Cronenberg, sorti en 1983. C'est un film de science-fiction sur la curiosité morbide, avec une chaîne télévisée exclusivement réservée aux snuff movies. Max Wren is a victim. I woke up with a headache. He has been exposed to Videodrome. I've been hallucinating for a while, ever since... What? Since I first saw Videodrome. Le film The Brave, sorti en 1997, qui est d'ailleurs le premier film réalisé par Johnny Depp, est lié au snuff par son concept. En effet, le protagoniste accepte un pacte dans lequel il donne sa vie devant la caméra pour un film en échange de la protection de sa famille. Et enfin, là où le snuff movie s'est le plus incarné, là où il a véritablement existé dans le cinéma de fiction, c'est à travers ce qu'on appelle le torture porn. C'est un sous-genre du cinéma gore qui est né dans les années 2000, même si rétrospectivement on peut mettre d'autres films dans cette catégorie, comme par exemple le film Salaud ou les 120 journées de Sodome. Mais alors quelles sont les caractéristiques de ce sous-genre à l'appellation aussi éloquente? Tout d'abord, ce sont des drames, souvent des tragédies, ça finit assez souvent mal, avec des personnes qui sont victimes d'un homme sadique. Les victimes sont la plupart du temps des archétypes de personnes bien sous tout rapport, ou physiquement entre guillemets beaux et belles, en portent alors atteinte à leur dignité, voire à leur sexualité, en leur infligeant les pires tortures physiques et mentales possibles. Et même si l'appellation pourrait le laisser sous-entendre, ce ne sont jamais des films pornographiques. En effet, cette appellation vient d'un journaliste qui a nommé les films ultra-violents comme tels, car il les voyait d'un mauvais œil. Et donc il les comparait au cinéma pornographique, en jugeant les gens qui allaient voir ce genre de film en salle, car il les accusait de se délecter de ce genre d'images horribles. Le torture porn à la base c'est plus un cinéma underground, mais assez rapidement les grands studios sont mis aussi à l'en faire à leur sauce. Et d'ailleurs les films des grands studios sont aussi hardcore, voire pire que les films underground car ils disposent de meilleurs effets spéciaux. Ce sous-genre est né aux États-Unis avec des réalisateurs comme James Wan qui a réalisé Saw ou encore Eli Roth qui a réalisé Hostel. Mais ces films se sont aussi développés en Europe et en Asie notamment. Pour exemple, je peux prendre le film français Haute Tension réalisé par Alexandre Aja, The Butcher de Kim Jin-won en provenance de Corée du Sud, ou encore le film Grotesque de Koji Jiraishi au Japon. Ce sous-genre est très prolifique et contient des bons films et aussi des très mauvais films. Beaucoup de films de torture porn underground utilisent l'esthétique sonore et visuelle des snuff movies pour avoir un cachet plus réaliste. C'est notamment le cas du film Pig, sorti en 2006, réalisé par Adam Manson, avec une temporalité qui ne montre pas les ellipses et qui fait que le spectateur est véritablement piégé. Il y a aussi d'autres films comme Snuff 102 ou encore A Serbian Film qui utilisent des effets spéciaux très réalistes, avec des mises en scène qui montrent le gore comme un véritable film pornographique, finalement comme des snuff movies, et qui sont à la limite du soutenable pour la plupart des gens. Des films comme The Human Centipede ou encore la saga Guinea Pig ont une image qui est volontairement abîmée, volontairement vieillie, et ça je suis sûr que ça vous rappelle un autre genre cinématographique, ou plutôt un sous-genre de film d'horreur, qui est devenu très populaire et qui l'est encore aujourd'hui, à savoir le found footage. Ces films ce ne sont pas forcément des films d'horreur ou des films fantastiques, mais en tout cas ils ont un principe simple qui est un principe d'anti-cinéma de fiction. Ce sont des rushs ou des vidéos brutes non montées qui ont été récupérées et qui nous sont présentées telles quelles, avec juste un simple bout à bout. On est donc au plus proche du réel. Et le film qui a popularisé ce sous-genre dans le cinéma d'horreur, c'est bien sûr le projet Blair Witch, sorti en 1999. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement de foncer aller le voir. Sans spoiler, je peux dire que c'est l'histoire de 3 étudiants vidéastes qui partent tourner un reportage sur la sorcellerie
dans une forêt et qui se font tuer par des forces invisibles. On a donc retrouvé leur enregistrement et on les a mis bout à bout pour les présenter tels quels aux spectateurs. Il est sorti à l'époque des VHS et toute la promo du film était basée sur le fait que ce n'était pas de la fiction. Et effectivement, ça a eu l'effet escompté, le film a cartonné et il a marqué les esprits. Suite à ça, le sous-genre a explosé et on a eu des found footage à toutes les sauces. Et c'est vrai que peu à peu, et aussi dû à la qualité parfois des films qui étaient assez médiocres, la crédulité du spectateur s'est essoufflée et la peur face au found footage est devenue un peu plus inconsciente. Cette popularité a engendré un premier sous-genre qu'on peut nommer l'analogue horror, qui se base exclusivement sur l'esthétique visuelle et sonore des cassettes VHS. Comme exemple, il y a la saga intitulée VHS, mais aussi le très bon film qui est sorti récemment, Late Night with the Devil, qui est littéralement l'un des meilleurs films que j'ai pu voir ces 10 dernières années. Il est juste incroyable et il appartient au found footage et plus précisément à l'analogue horror. Et l'analogue horror, ça marche surtout, et je pense que ça a cet effet si particulier pour les gens qui ont été des enfants des années 90 ou début 2000, et donc qui sont plus sensibles à cette esthétique de VHS. Le found footage a ensuite évolué dans les années 2010 et 2020 pour créer un autre sous-genre qui a été très prolifique, le digital horror. Cette fois-ci, les codes sont liés à l'esthétique d'Internet, et en effet, le genre est né en même temps qu'Internet a pris un essor mondial. Ce sont des films qui parlent plus aux générations des années 2000, voire 2010. On peut y voir des navigations Internet, des captures d'écran, des vidéos perdues sur YouTube ou sur d'autres plateformes, et même des réunions en visioconférence qui tournent mal. Et dans cette catégorie de films, si je devais vous en recommander un, ça serait le film Host, qui est un assez bon film, qui quand même a réussi à me faire peur avec des jumpscares, alors que ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. What was that? Amy, was that you? I heard it. I heard something. I think there's something here. Do you see that? Avec ces différents films, ces évolutions du genre, on peut constater que la frontière entre le réel et le cinéma de fiction évolue en fonction de son temps. Et pour conclure, on peut être amené à se poser la question de pourquoi on en est arrivé à filmer des images aussi horribles et à vouloir les voir. Comment on a pu atteindre certains extrêmes? Eh bien je pense que tout simplement ce sont pour les mêmes raisons pour lesquelles vous regardez cette vidéo. La curiosité morbide ou encore la pulsion scopique, c'est-à-dire l'envie insoutenable, le besoin de voir. Personnellement, je pense que c'est normal que tout le monde en a, et que c'est aussi pour ça qu'on aime tant le cinéma d'horreur. Mais l'important, c'est de savoir se modérer et surtout de savoir se protéger, de ne pas franchir la frontière de la fiction, car cela peut avoir des effets psychologiques néfastes et même des traumatismes. Il faut donc continuer à regarder des vidéos YouTube comme celle-ci, qui servent de véritables intermédiaires, mais aussi et surtout continuer à regarder des films d'horreur de fiction, car quand ils sont bien faits, ils nous font ressentir de réelles émotions, ou alors nous divertissent, sans pour autant nous traumatiser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, elle a demandé pas mal de travail, de recherche, d'écriture, et aussi de montage. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à me soutenir d'une manière ou d'une autre. Aussi, n'hésitez pas à me recommander des bons films de fiction qui sont aussi réalistes, mais sans pour autant être moralement discutables. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.